une ou deux dédicaces, et puis ensuite rencontre, et puis à nouveau dédicaces. Parce que j'essaie de l'avoir pour Nicolas justement, et il est malade, ça serait parfait. C'est bien aussi d'entendre un peu la voix de Vladimir Cosma et de ce qu'il a à dire à partir de ce livre donc, de mémoire assez pléthorique, mais c'est normal, hein, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Faut peut-être dire un petit mot quand même, parce que c'est évoqué dans ce livre d'une période qui n'est pas tout à fait récente, mais c'est de la période roumaine, puisque vous êtes né en Roumanie, Vladimir, et vous y avez fait vos premières armes en tant que violoniste, notamment, violoniste virtuose, d'ailleurs, jeune prodige. Quel souvenir vous gardez de ces années roumaines, donc, qui ont duré quand même quelques années, toute votre jeunesse en fait? Écoutez, je garde de ces années roumaines que de bons souvenirs. D'abord, c'était mon enfance. Je connaissais la vie, j'ai commencé à connaître la vie et tout ça. Et en plus, dans ma prime enfance, nous avons été libérés par les Russes des fascistes. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire de voir la liberté comme j'aurais eu les qui venaient libérer la France de Pétain. Donc ça a été un moment extraordinaire. C'est juste pour rapprocher le micro pour que vous j'approche le micro. Voilà, c'est parfait. C'est mieux. Donc c'est pour moi un souvenir extraordinaire. En plus, la connaissance, le contact avec la musique. Vous savez, je fais partie d'une famille de musiciens, donc pour moi le choix de mon métier était presque imposé, puisque mon père, ma mère, mon oncle, ma grand-mère et tout ça étaient tous des musiciens, donc ma voix était, j'étais condamné à faire de la musique, quoique j'aimais aussi d'autres choses, mais finalement la musique l'a remporté. Donc j'ai commencé à faire ma carrière en Roumanie, où j'ai vécu jusqu'à 22 ans. J'ai fait le conservatoire de musique, j'ai appris la musique dans ce pays. Et ensuite, je suis venu en France, pas par anticommunisme, mais par amour pour la France. Et c'est pour l'amour pour la culture française, pour Ravel, Debussy et tout ce que la France représentait pour nous. Et cet amour, je l'ai hérité de mon père, qui a fait ses études ici à Paris, au lycée Janson de Sailly. Et il était revenu en Roumanie à l'occasion de la mort de son père. Il est venu pour l'enterrement. C'était en 1939. Ma mère était déjà enceinte de moi, donc j'étais procréé à Paris, mais né à Bucarest par la force des choses, puisque la guerre a fermé les frontières et on était obligé de rester en Roumanie, où mon père a eu une belle carrière. Il a été nommé chef d'orchestre de l'orchestre national roumain de Electricord, de la radio, etc. Moi, j'ai commencé à écrire des musiques pour lui. Et voilà, c'était pas si mal que ça. Sauf que mon père avait cette obsession de Paris, du Paris des années 1920-25, qu'il avait connu et beaucoup aimé. Et il voulait que son fils, moi, exerce. Alors, je peux le tenir. Oui. Bon. Donc, je sais pas, on était où là? Sur l'amour de Paris de votre père. Sur l'amour de Paris de mon père, qui m'a petit à petit transmis, mais c'était pas évident. Moi, je voulais pas partir. J'ai fait le conservatoire, j'avais du travail en Roumanie, j'avais du succès. Ce que j'ai eu comme succès en France, je l'ai eu en Roumanie quand j'étais jeune. Donc, vous voyez, mon regard
sur Paris, sur l'Occident, sur tout ce qui se passe, et complètement impartial, puisque j'ai eu autant de succès dans mon pays, en Roumanie, que j'ai eu par la suite en France. Donc quand vous êtes arrivé en France en 1963, si mes souvenirs, oui, fin je ne dis pas de bêtises, et c'est quand même une période de grands changements forcément pour vous et pour votre famille. D'abord, votre père, qui était aussi assez connu en Roumanie, n'a plus vraiment de travail en France, et puis vous êtes encore un jeune compositeur, violoniste. Ça s'est passé comment ces premières années, avant que vous commenciez vraiment à faire des musiques de films, c'est-à-dire autour de 67-68, il y a eu quelques années comme ça d'adaptation, on va dire, à la vie parisienne, musicale notamment. Ça a été très difficile, puisqu'on est arrivé en France et le paradis promis, qui était Paris, etc., s'est avéré être beaucoup plus dur à aborder, puisque mon père, comme vous avez dit, n'avait plus de travail, ma mère était désespérée, elle voulait revenir en Roumanie, et moi, avec mon violon, qui était la bouée de sauvetage que j'ai eue, j'essayais de gagner ma vie et entretenir mes parents, en partant en tournée en Amérique du Sud, dans toute l'Europe, etc. Puis petit à petit, j'ai commencé à écrire de la musique, et j'ai connu Michel Legrand quelque temps après mon arrivée ici. Michel Legrand, qui avait beaucoup aimé ce que je fais, je lui avais montré des bandes que j'avais de Roumanie, et il m'a laissé entendre que peut-être un jour on aura l'occasion de collaborer ensemble. Ce jour est arrivé pas si longtemps que ça, c'est-à-dire quelques années après mon arrivée. Je n'ai pas la date exacte, mais ça doit être certainement écrit dans le livre. Et donc, c'est un jour, il m'a appelé et il m'a demandé de faire des arrangements et de l'aider pour des concerts qu'il avait, et où il était très occupé, il n'avait pas le temps. Et c'est comme ça que je suis entré dans le monde de la musique de film, que je ne connaissais pas avant et qui ne m'intéressait pas particulièrement. Et j'ai commencé à faire une cure de cinéma dans les petits cinémas du quartier latin, où je voyais tous les films pour entendre les musiques de film, que ce qu'on appelait musique de film. Et c'est comme ça que j'ai petit à petit mis les pas dans cet engrenage qui est la musique de film. En fait, pour moi, la musique de film, je n'écris pas une musique spécifique pour le film. Pour moi, la musique de film, c'est musique commandée par le cinéma. C'est-à-dire que je fais ma musique. La boum, c'est pas une musique de film. Le grand blond, c'est pas une musique de film. Tout ça, c'est pas des musiques de film, c'est des musiques en tant que telles, utilisées et commandées par le cinéma. Et qui existent, le grand apport du cinéma, c'est qu'ils m'ont commandé ces musiques-là. Elles sont nées grâce à la commande qui m'a été faite par le monde et par l'industrie cinématographique. Exactement de la même manière, comme dans le temps, on commandait de la musique pour le théâtre, on commandait de la musique à Bach pour écrire des cantates pour l'église, mais il n'était pas un compositeur d'église, ou les musiciens comme Lully ou autres n'étaient pas des musiciens de théâtre. Ils étaient des musiciens qui travaillaient pour le cinéma, pour le théâtre, ou dans le cas de Bach, pour l'église. Mais il n'était pas ni particulièrement croyant, ni autre chose que ça. Et sa musique n'était pas spécifiquement différente si c'était un concerto de violon ou une œuvre qui faisait partie d'une cantate qui était écrite pour l'église. Alors néanmoins, si on revient un peu à la chronologie et à la musique de film, appelons-la quand même comme ça, puisque c'est l'appellation, disons, mais je comprends parfaitement ce que vous dites par ailleurs. De fait, les plus grands musiciens de cinéma sont aussi des très grands musiciens tout court, la plupart du temps. Donc c'est vrai que ça va de pair. Il ne faut pas exagérer. Je parle des plus grands, je ne parle pas de la totalité. Ça dépend ce que vous appelez les plus grands. Je parle d'Ennio Morricone ou John Williams ou ce genre de personnages. Je parle de figures ou peut-être quelques autres. Écoutez, John Williams n'est pas, à mon sens, un grand compositeur
tout court, comme Bartok ou comme... Oui, ça, effectivement. Non, mais je ne veux pas rentrer dans la polémique. Mais c'est pas une polémique, Non, 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 c'est mais... pour clarifier. Oui, non, je comprends. Non, effectivement. Non, mais je voulais revenir à cette période où Michel Legrand était encore là, et vous rencontrez un personnage qui va jouer un rôle aussi très... Michel Legrand n'est pas un compositeur de musique de film. Non, bien sûr. De toute façon, il a fait beaucoup d'autres choses aussi. Mais vous avez donc, par l'intermédiaire de Michel Legrand, indirectement, vous rencontrez un personnage qui va avoir beaucoup d'importance dans votre trajectoire de compositeur. C'est Yves Robert, à l'époque, donc, pour Alexandre le Bienheureux, qui, je crois, est le premier d'une longue série de films que vous avez fait avec lui jusqu'à la fin, puisque vous avez travaillé sur tous les films ensuite qu'il va faire. Donc, vous le rencontrez sur Alexandre le Bienheureux, dont la bande originale, au départ, devait être composée par Michel Legrand, c'est ça? Michel Legrand, tout à fait. Qui avait écrit la dernière musique de film d'Yves Robert, dont, par le pur hasard, c'est moi qui ai fait les arrangements et qui ai dirigé l'orchestre. Et quand Yves Robert a appelé Legrand, qui lui a dit qu'il partait en Amérique, qu'il n'était pas libre, Yves Robert lui a dit: et le jeune qui travaillait avec vous sur Monnaie de singe, parce que c'était le film précédent signé par Michel Legrand, est-ce que ce jeune-là, il ne serait pas libre? Il a dit: non, il n'est pas libre, puisque il vient avec moi en Amérique. Je devais partir 4 jours plus tard avec lui en Amérique. Donc je me trouvais chez Michel Legrand au moment du coup de téléphone. J'ai entendu ce qui se disait et tout d'un coup j'étais complètement survolté parce que oui, voilà, il y a une occasion peut-être formidable et je ne peux pas la faire parce que je dois partir avec Legrand. Donc quand Legrand a raccroché, je lui ai dit: mais Michel, est-ce que je ne pourrais pas rester 2 mois faire ce film-là et je viendrai en Amérique après? Il n'avait pas l'air enchanté. Et moi, je poussais là, comme un fou quoi, pour essayer d'avoir ça. Je lui ai dit: mais écoutez, vous allez là-bas, vous allez vous installer, vous allez voir, vous allez faire les thèmes, vous allez faire tout ça. Et je viendrai pour les faire. Bon, enfin, à la fin, il a lâché, il prend le téléphone, il appelle et je l'entends: Michel, bon, voilà. Vladimir Cosma, 15 rue Jean-Jacques Rousseau, et il donne mon téléphone. C'est le jeune qui travaillait avec moi pour Monnaie de singe. Si tu veux, appelle-le et c'est tout. Voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé, ma rencontre avec Yves Robert, et c'était peut-être le déclic. Je crois que je lui dois tout. Et j'ai toujours remercié Yves Robert et je me suis comporté comme quelqu'un qui m'a apporté tout ce que j'ai dans la vie. Chose qui lui, très élégamment, refusait. Parce que mais non, c'est pas moi. Si ça n'aurait été pas moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Enfin, vous savez, la chance dans la vie et les occasions, c'est parfois plus important que le contenu des choses. Donc il y a eu une série de films qui pour certains ont été de très très grands succès. Je pense notamment déjà Alexandre le Bienheureux, mais je pense aussi évidemment au Grand Blond et aux suites du Grand Blond, à la suite du Grand Blond Retour. Il y a eu beaucoup de compositions que tout le monde connaît, ou en tout cas qui ont eu un certain impact. Je crois que pour le Grand Blond, qui était à l'époque peut-être votre thème le plus connu, pendant longtemps, peut-être aujourd'hui, je crois que c'est Rabbi Jacob peut-être le plus connu, mais ça a été pas si simple parce que c'est pas la première. Oui, il y a la boum, mais la boum c'est différent parce que c'est une chanson, donc c'est peut-être un peu à part. Si vous voulez, dans la chronologie de fait, pendant des années, le Grand Blond, c'était mon emblème. Chaque fois qu'on parlait de moi, pour ma génération, c'était le cas en tout cas. Voilà, jusqu'au jour où j'ai vu sur RTL que le Rabbi Jacob dépassait le Grand Blond et qu'il y avait plus d'appels, plus de choses. Et quelques années plus tard, un nouveau changement, et puis la chèvre, ah oui, la chèvre aussi, bien sûr, a pris le pas sur tout ça, sans parler de la boum. Donc les choses ont évolué. Justement, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous interviewer, on m'avait raconté une histoire qui est assez amusante a posteriori, mais sur le moment qui n'était pas tellement. Ça a trait justement à Francis Weber, avec qui vous avez pas mal collaboré après, puis qui était scénariste
du Grand Blond. Et donc cette fameuse musique que vous avez utilisée, la flûte de Pan, qui n'était pas la chose la plus évidente a priori, elle n'a pas été très facile à imposer, si ce que vous m'avez raconté est exact, notamment à cause de Francis Weber. Parce que vous pensez que je mens, peut-être. Pas du tout. Pas du tout. Même Francis Weber a été obligé de reconnaître ça. Bon. Oui. Non, c'est pour vous pousser à raconter l'anecdote. Oui. L'anecdote, c'est que quand j'ai reçu le scénario du Grand Blond, la musique que je devais faire était une musique genre James Bond, avec guitare électrique, et tout ça, quelque chose qui suggérait l'espion. L'espion, voilà. Il y a un fond de révolte là ou quoi? Petite interférence. Donc l'idée de faire un pastiche de James Bond me déplaisait beaucoup parce que ce que je déteste le plus, c'est ce qui me faisait peur au moment où j'ai commencé à faire de la musique de film, c'est que la musique de film utilise beaucoup le pastiche à la manière de les références et tout ça. Et moi, je n'ai jamais aimé faire une musique référentielle. J'ai toujours essayé de faire quelque chose de décalé, de différent par rapport à ce qu'on attend de cette musique. Donc là, on attendait du James Bond. Moi, je voulais pas faire du James Bond et il me semblait que l'espion, pour suggérer un espion, c'est pas forcément une musique anglo-saxonne de James Bond, etc. L'espion peut venir du choix, peut venir d'un des pays où j'ai vécu, que je connais bien dans toute ma jeunesse, la Russie, la Roumanie, etc. Et je connaissais cet instrument qui n'était pas utilisé à l'Occident, là jamais au cinéma, et la flûte de Pan m'est venue en tête pour ça. Yves Robert, qui était un homme ouvert et a accepté une idée complètement différente de ce qu'ils avaient imaginé pour le film. Seulement au moment d'une projection, de la première projection privée, Francis Weber se lève tout d'un coup et il dit à la fin du film, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre cette musique dans le film? Elle tue le comique du film. On entend trop, elle est tonitruante, elle couvre le texte, etc. On a l'impression qu'on se trouve à un mariage juif. Bon, vous vous rendez compte ce que j'ai senti quand on vous dit ça, c'était ma troisième musique de film. Donc, je rentre chez moi complètement défait en me disant on va m'appeler le lendemain pour me demander de changer la musique ou autre chose. Effectivement, le lendemain matin, coup de fil de Yves Robert qui me dit bon, tu as vu la réaction de. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, j'en pense que Francis Weber est un talent extraordinaire, un scénariste extraordinaire, mais qui ne connaît rien à la musique. Et qu'il a l'impression que cette musique qui est extrêmement particulière à l'original va assombrir un peu le texte, etc. Il me dit, mais qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu veux changer quelque chose ou... C'est à toi de prendre la décision, de décider si tu veux décider, si tu veux garder la musique. Si tu veux faire que je fasse un pastiche de James Bond, je prends une guitare électrique et en 5 minutes c'est fait, quoi. C'est rien du tout, ça. Alors tu la garderais comme ça? Je la garderais, je ne changerais pas une seule note, parce que je ne trouverais pas une idée qui a la puissance de celle-là. Il a dit, bon d'accord. Voilà, c'est le remerciement plus grand que j'ai fait, parce que elle existe aussi doublement grâce à lui. Et la musique a contribué, à mon avis, au succès du film aussi, hein, je pense. Mais d'ailleurs, si on s'attarde 2 secondes sur Yves Robert notamment, mais ça peut valoir pour d'autres, vous avez puisé finalement dans plusieurs langages. Bon là, on parlait d'un langage plutôt de l'Europe de l'Est, avec peut-être un peu klezmer avec cette flûte de Pan, mais dans d'autres bandes originales, par exemple chez Yves Robert, on a du jazz. Par exemple, Nous irons tous au paradis, il y a une inspiration en plus jazz dans la chèvre qui n'est pas de... Je pouvais me le permettre parce qu'Yves Robert était le seul metteur en scène qui aimait le jazz. Sinon, les cinéastes n'aiment pas le jazz. C'est pour ça
on voit très rarement une bande originale ou une musique de film basée sur le jazz. Yves Robert adorait le jazz, moi aussi, donc C'était une des choses, en dehors de la musique classique, dont on a un tout petit peu parlé par vos années de conservatoire, mais le jazz a été aussi important dans vos années de formation, et ça se s'entend voilà, quand même dans quelques musiques. Vous avez aussi travaillé, par exemple, avec quelques solistes importants, Chet Baker, Stéphane Grappelli, des Français comme Eddie Lewis ou Maurice Vander et d'autres, ou Grappelli. C'est important pour vous, ce rapport aussi au jazz, parce que ça a été aussi un élément quand même fondateur parmi d'autres. Écoutez, pour moi, le jazz est très important parce que la musique classique, dite classique, est un univers où la notion d'improvisation, de spontanéité, de tout ça, a un peu disparu. C'est-à-dire les musiques, depuis, plus ça va, plus ça allait. Au temps de Bach, par exemple, il y avait cette spontanéité qu'on ne trouve plus du tout aujourd'hui. Les organistes improvisaient sur une basse chiffrée et une mélodie, ils improvisaient toute la musique. Ils apportaient, l'interprète avait une part, presque la part qu'ils ont dans la musique de jazz. Vous prenez quelques musiciens de jazz, vous donnez un thème, un chiffrage, et les mecs, ils vous font une œuvre, une chose importante. Bon, en musique classique, c'est fini ça. Vous ne pouvez pas changer, même pas une virgule, pas une note de Ravel ou de quiconque, sans qu'on crie à l'outrage musical. Donc, moi, j'ai retrouvé dans le jazz cette liberté, cette spontanéité qui me manquait dans la musique dite classique. On me dit qu'il faut arrêter, pour reprendre peut-être, mais pour reprendre les dédicaces, parce qu'il y a beaucoup de monde. Ce que je peux dire... parce que le livre est long. Oui, ouais. bah justement, on va pas tout faire. Non, mais j'allais justement renvoyer tous ceux qui sont là, toutes celles et ceux qui sont là au livre, où il y a évidemment beaucoup de choses, certaines que vous avez déjà un peu racontées, mais beaucoup d'autres choses. J'allais vous poser des questions sur De Funès, mais bon, voilà, c'est dans le livre, hein, vous racontez bien. Et il y a évidemment plein d'anecdotes, c'est très riche, une énorme carrière. Et bon, donc je vous laisse avec et peut-être qu'on reprendra ou pas, on va voir. Mais enfin, vous avez une longue file d'attente, donc je crois que votre popularité n'est pas prête de décroître apparemment. Merci, voilà, à tout de suite. À tout de suite. Thank you.